Bonjour et merci de nous recevoir encore ce jour, rencontre-échange. Nouveau numéro, le décret de l'actualité sur l'état de santé. La question, elle est toujours là. Quelle place et quelle importance accorder aux organisations de la société civile qui ont accompagné les politiques tout au long du processus depuis bientôt 2 ans, que le déclic a encore commencé. Comment situer ces organisations de la société civile par rapport aux politiques, aux formations politiques dans la lutte populaire? Eh bien, quelles sont quelques-unes des questions que nous aurons à poser à mon invité ici présent en studio. Pour en discuter, je reçois pour vous M. Naboudia Bouraïma. Il est le porte-parole du mouvement pour la justice sociale. Monsieur, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. D'accord. Vous faites partie des organisations de la société civile. Vous avez donc observé pas mal de situations depuis le processus démocratique chez nous au Togo. Et alors, si on vous demandait comment décrire la situation politique actuelle dans notre pays, qu'aurez-vous à répondre? Voilà, vous me permettez, comme la tradition l'exige, je voudrais d'abord vous présenter toutes mes considérations, toute ma gratitude par rapport au travail que vous faites, parce que vous êtes la voix des sans-voix. Et par ricochet à tous les journalistes qui se sont impliqués dans cette lutte pour l'avènement de la démocratie véritable dans notre pays. Merci bien. Je voudrais aussi par ricochet remercier toutes les associations, tous les mouvements et les responsables du Front citoyen Togo Debout pour la collaboration que nous avons entreprise pour pouvoir apporter la démocratie dans notre pays. Maintenant, par rapport à la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays, il est à noter que les attentes n'ont pas, en quelque sorte, permis d'atteindre les objectifs escomptés, mais on peut toutefois se féliciter. Il est bien vrai que la lutte a été rude. Depuis le 19 août 2017, la société civile s'est impliquée corps et âme pour que nous puissions obtenir les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Mais aujourd'hui, il est à noter qu'avec toutes les médiations, le régime continue de faire la sourde oreille. Mais il est à noter que le peuple togolais, que je félicite de passage, a tenu et a montré sa détermination pour que la démocratie, la liberté, l'état de droit deviennent une réalité sur la terre de nos aïeux. Encore une fois, je voudrais remercier le peuple togolais pour sa bravoure, malgré toutes les menaces et les intimidations. Oui, mais toujours est-il que cette réalité n'est pas encore effective. Ce rêve, tant rêvé, tant souhaité, cette alternance politique depuis donc le 19 août, vous l'avez souligné, 2017, malheureusement n'est pas encore au bout de nos souffles, de nos peines. Oui, effectivement, le constat est triste. Vous savez, M. Gérard, pour un régime de 53 ans, il faut s'armer d'assez de patience. Et surtout que notre régime ne tient pas compte des aspirations profondes du peuple togolais. Et c'est avec les larmes aux yeux, un cœur meurtri, que je décris la situation qui a prévalu depuis 1990 jusqu'à nos jours. Si on était dans un état normal, jusqu'à ce jour, le Togo aurait pu connaître ne serait-ce 2 ou 3 alternances. Mais les manifestants amenés contre une armée qui a perdu son caractère républicain, et aussi nos frères au pouvoir, n'ont pas compris qu'à un moment donné, il fallait écouter le peuple togolais qui aspire à l'alternance comme c'est le cas dans les autres pays de la sous-région. Mais aujourd'hui, faut-il regretter au stade auquel nous sommes aujourd'hui? Non, non. Les Togolais ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il faut le reconnaître. C'est un peuple qui a pris des risques énormes depuis 1990. Si nous donnons des exemples atroces que certains pays n'ont pas connus, mais aujourd'hui on connaît l'abstinence, les Togolais, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Le Togolais a donné. C'est ça. Alors, au regard du chemin suivi, alors vous avez soutenu, vous le dites, n'est-ce pas, les formations politiques, n'est-ce pas, qui ont vocation justement à accéder au pouvoir politique, n'est-ce pas. Alors, comment c'était la responsabilité aujourd'hui où on assiste, n'est-ce pas, à l'éclatement de la C14, la coalition que vous avez soutenue et qui amène la lutte et incarne la lutte populaire. Alors, comment c'était la responsabilité dans ce qu'eux-mêmes ils ont appelé un échec? Oui, il faut qu'on mesure un peu nos mots. Moi, je voudrais, en toute lucidité, d'abord jeter des fleurs aux responsables de la coalition. Comme tout le monde le sait, il n'est pas donné à tout le monde d'être opposant au Togo. Avec tous les risques possibles. Ou même tu peux perdre ta vie. Je ne voudrais pas donner des exemples tristes que nous avons connus. Au niveau de la société civile, nous avons tenté. Mais il est bien vrai, reconnaissons ceci, la collaboration n'est pas vraiment facile entre les partis politiques et la société civile. Dans notre pays, la difficulté nous avons, les gens sont trop attachés aux partis politiques. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand nous prenons l'exemple de Burkina.
quand les Burkinabés en 2014 se sont soulevés, ce n'est pas par rapport à un parti politique, mais en tant que des citoyens. Et c'est la société civile qui avait pris les devants. Si ici, la lutte prend du temps, c'est dû au fait que les gens sont restés calqués aux partis politiques. En principe, on aurait pu donner la priorité à la société civile qui devait prendre les devants. Et là, tout le monde devait converger ses forces vers la société civile. Comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de l'Algérie. Si aujourd'hui Bouteflika a cédé très facilement, les gens ne sont pas allés sous la bannière des partis politiques, mais au nom de la société civile, en tant que des citoyens qui en avaient marre d'une situation qu'ils ne pouvaient plus supporter. Donc c'est ça qui a manqué un peu à la lutte au Togo. Oui, le problème c'est qu'on ne voit pas très bien la démarcation chez nous, bien sûr, entre société civile et partis politiques, n'est-ce pas? Oui, la démarcation... On a vu que toutes les OSG sont donc féodées à un parti politique, sont donc proches, n'est-ce pas, d'une chapelle politique, plutôt que de mener une lutte au nom du peuple, n'est-ce pas? Oui, et le constat est amer. Vous savez, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Il ne faut pas négliger cet aspect. Le régime au pouvoir, nos frères au pouvoir, il y a une confusion totale à leur niveau. Mais aujourd'hui, ils nous font la remarque que le Front citoyen Togo debout est inféodé à la coalition des 14 partis de l'opposition. Le MJS, qui fait partie du Front citoyen Togo debout, nous avons certains points que nous partageons avec la coalition des 14 partis de l'opposition. Surtout le problème sur, en quelque sorte, la réalisation de l'état de droit sur la terre de nos aïeux. Autrement dit, qui passe par l'avènement d'un état de droit et la séparation des pouvoirs. Sur ce point, nous partageons les mêmes aspirations que les partis politiques qui se retrouvent au niveau de la coalition. Ce qui fait qu'à un moment donné, nos activités s'imbriquent. Donc pour cette raison, peut-être on peut nous reprocher, mais il y a des points sur lesquels nous ne faisons pas de cadeau à la coalition. Surtout, nous avons toujours appelé à l'unité d'action pour sortir le peuple togolais de ce bourbier. Oui, une unité d'action qui finalement s'est terminée à queue de poisson, puisqu'il y a eu effritement et aujourd'hui il est clair qu'on parle d'éclatement de cette coalition de l'opposition des 14. Alors des 14, il y a au moins 6 qui sont partis. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous garantit quand même une continuité dans la lutte populaire? Je voudrais revenir à ce constat amer. Vous savez dans quelles conditions la coalition est née. Vous me permettez pour l'historique. Le 19 août 2017, quand le PNP a lancé la manifestation, le lendemain, le 20, Maître Akadam a demandé aux autres leaders des partis politiques de rejoindre la lutte afin que nous puissions pousser tout le peuple togolais à répondre présent à cette lutte. De façon spontanée, les gens se sont alignés parce que c'était pour une cause nationale. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce qui a manqué à cette coalition? Je constate qu'ils n'ont pas pris soin de mettre sur pied des mécanismes devant conduire la lutte. Ça a manqué. Les stratégies ont manqué. La collaboration n'a pas été franche. À un moment donné, on a comme l'impression qu'ils ne se faisaient pas totalement confiance. Oui. Tout le monde est resté un peu réservé dans la philosophie qui l'animait par rapport à la lutte. Et dans ces conditions, c'est que vous ne pouvez pas aller loin. Quand vous vous retrouvez ensemble et que vous ne vous faites pas mutuellement confiance, c'est que, en quelque sorte, vous avez signé votre échec a priori. C'est ça qui a manqué. Mais moi, par exemple, à ce que nous sommes en train de faire, en voyant la détermination du peuple togolais de Lomé à Sékassé et hors de nos frontières, j'ai la ferme conviction que quelque chose va se passer pour ce pays. Quelque chose de bon va se passer pour ce pays. Parce que les Togolais n'ont été plus déterminés qu'à ces jours. Malgré tous les risques, malgré toutes les menaces, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, le Togolais, dans tous les amours, dans toutes les localités que nous avons passées, les gens sont déterminés. Donc, je reste convaincu et persuadé que l'alternance va devenir une chose effective sur la terre de nos aïeux. En ce moment, je dis, ce n'est pas encore tard pour mieux faire. Aux responsables des partis politiques, à la société civile, chacun de nous doit considérer l'intérêt supérieur de ce pays. C'est ça. La misère de nos populations, ça doit nous interpeller. Nous ne sommes pas condamnés à être malheureux éternellement. Et nous qui avons pris les devants, nous avons la lourde responsabilité d'apporter le bonheur à ce pays. Oui, mais le bonheur, forcément, ça passe par une unité d'action. Maintenant, comment relancer justement la lutte? Parce qu'on a comme impression que tout est mis en veilleuse avec l'échéance du 20 décembre qui a été un fiasco
aussi bien pour l'opposition que pour le régime, parce que le taux de participation à cette élection, on l'a vu, n'est-ce pas, et l'Assemblée qui en est sortie, l'image est là. Alors, comment relancer justement la lutte? Vous êtes revenu sur un exemple très intéressant. Ce qui s'est passé le 20 décembre 2018, où la coalition a demandé au peuple togolais de ne pas aller, en quelque sorte, cautionner cette forfaiture, c'est-à-dire ces élections législatives qui étaient organisées de façon unilatérale par le régime, en violation des recommandations de la CEDEAO. Plus de 90%. C'est pas moi, Naboudia seul, qui ai fait le constat. Des voix les plus autorisées ont montré que les Togolais, à plus de 90%, je fais allusion à Monseigneur Podro, et je félicite de passage pour sa détermination en faveur de ce peuple meurtri. Et beaucoup d'autres ont démontré que si plus de 90% des Togolais ont répondu favorablement à l'appel de la coalition en boycottant les élections, c'est à nous maintenant de mettre en synergie ces énergies, ces forces du peuple togolais pour pouvoir s'en sortir. Mais je voudrais aussi préciser ceci. Le régime sait que le problème n'est pas encore résolu. Et moi j'ai toujours dit, le peuple togolais c'est un peuple patient. Mais la patience a des limites. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce problème n'est pas encore résolu. C'est comme un bourbier, une bombe à retardement. C'est une boîte à Pandore. Si le régime croit que les petites divisions que nous sommes en train de constater, ça leur permet de pouvoir tirer l'épingle du jeu, ils se trompent éperdument. Parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont conscients que le problème n'est pas encore résolu. Parce que ce que le Togolais réclame, ce n'est pas de la mer à boire. Au nom de la dignité humaine, je crois que ce que le régime a fait, 53 ans de pouvoir, par les mêmes personnes, les mêmes individus, et aujourd'hui le peuple togolais réclame sa souveraineté, je crois quelque part, au nom de bon sens, que nos frères au pouvoir devaient se ressaisir pour écouter ce peuple. Et je dis de façon spontanée, une autre coalition va naître parce que c'est ce que la société civile est en train de faire dans l'ombre, les démarches, pour rapprocher surtout l'ANC et le PNP et d'autres partis de comprendre que vous avez donné espoir au peuple togolais, vous n'avez pas le droit de les trahir. Est-ce que c'est votre rôle, société civile, de rapprocher les partis politiques pour une unité d'action? Je crois quelque part que ça fait partie de nos démarches. C'est-à-dire tout ce qui va dans l'intérêt supérieur de ce peuple qui souffre, dont nous-mêmes, nous faisons partie de la société. Nous faisons partie intégrante de cette société et nous sommes victimes de la misère. Nous connaissons les problèmes qui font que nous sommes toujours assujettis à une minorité. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas lésiner sur notre énergie. D'où la nécessité de diagnostiquer les petits problèmes, surtout la division au sein de l'opposition, et aussi d'interpeller le régime. Nous interpellons également le régime sur ses responsabilités. Parce que les responsabilités sont partagées. Oui. Quand on prend le pouvoir, la première des choses, c'est de garantir la sécurité et le bonheur, ne serait-ce le minimum vital, à ses concitoyens. Si tel n'est pas le cas, étant un citoyen de la cité, nous avons l'obligation d'interpeller tout le monde. Et surtout ceux qui ont pris l'engagement de les défendre, je fais allusion à la coalition, à l'opposition démocratique, de pouvoir agir en synergie pour pouvoir sortir le peuple togolais de ce calvaire. Est-ce que ce n'est pas aussi que c'est les mêmes leaders qu'on a vus depuis 90 jusqu'à ce jour? C'est parce que c'est les mêmes têtes qui font aussi parfois que ça ne marche pas, qu'il faut aussi penser à un renouvellement de cette classe politique de l'opposition aussi? Oui, il est bien vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire, qu'il y a certains partis traditionnels qui sont toujours représentés par les mêmes individus. Mais quand on constate aujourd'hui, dans la configuration des partis politiques, on peut toutefois au moins se féliciter qu'il y a des têtes qui avant n'émergeaient pas, qu'on ne connaissait pas. Quand nous prenons l'exemple du PNP, Maître Atiadam, il y a de cela longtemps, personne ne le connaissait. Et au niveau de, je prends l'exemple aussi, il y a d'autres partis comme les FDR. Et M. Apevon était avant au niveau du CAR, mais aujourd'hui il a créé son parti. Même au niveau du CAR, même s'il y a encore Maître Aboibo, il n'est pas seul à bord. Il y a d'autres jeunes qui sont autour du parti. Donc, le constat, d'une part, est vrai, mais d'autre part, quoi qu'on dise, il y a eu de nouvelles têtes qui apparaissent. Moi, Naboudia qui vous parle aujourd'hui, il y a de cela un temps, personne ne me connaissait. Mais aujourd'hui, on peut toutefois se féliciter que dans tous les partis, même si on n'a pas encore donné assez de force, de priorité aux jeunes, il y a encore un effort qu'on peut saluer. C'est ça. À la réflexion et avec le recul, pensez-vous que le boycott lancé par l'opposition était une bonne chose à l'époque? Est-ce que, vu ce qui se passe actuellement, parce qu'on a retrouvé ces partis à l'époque qui avaient boycotté d'abord le recensement électoral, puis le scrutin législatif, qui finalement s'annonce à la CENI? Oui, est-ce que c'était une bonne chose d'avoir boycotté les élections? Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite.
quand vous posez un acte, dites-vous que une partie va apprécier en bien et l'autre va apprécier en mal. Aujourd'hui, nous avons boycotté. À quoi bon de regretter le passé? Mais nous, personnellement, ceux qui ont boycotté savent aujourd'hui que ça a permis aux yeux du monde, ça a permis le monde entier de voir qu'en réalité, ce régime ne représente plus le peuple. Ce régime n'incarne plus le peuple. On aurait pu s'organiser à l'interne pour pouvoir aller en quelque sorte compétir. Mais les conditions n'étaient pas réunies. Voilà. Par exemple, je donne un exemple. Le régime a fait le recensement seul, avec tout ce que nous savons. Dans les CLC, dans les CELI. Non, mais on a demandé à l'opposition de participer au recensement. Mais les conditions, au moment où nous n'avons pas encore eu des représentants au niveau de la CENI, ils ont déjà lancé le recensement. C'est ça. Ils ont déjà lancé le recensement. Après, ils nous donnent 3 jours de recensement. Pourtant, durant 3 jours, rien n'était évident qu'on aurait pu, en quelque sorte, enrôler tout ce monde qui avait refusé d'aller se faire recenser. Vous voyez donc, le régime est en quelque sorte animé d'une mauvaise volonté pour faire de sorte qu'on dise toujours que nous avons boycotté. Pourtant, on ne va pas aux élections parce qu'il faut aller aux élections. Il faut qu'un minimum de préparation soit donné à ces élections pour garantir la sérénité au sein de ces élections. On ne va pas aux élections parce qu'il faut aller aux élections. Il faut réunir des conditions et à la fin, celui qui gagne, tout le monde l'applaudit. Celui qui perd, il reconnaît sa défaite et puis la lutte politique continue. Mais quand vous organisez des élections et vous dites que j'organise, je gagne, c'est que ça ne peut pas, en quelque sorte, permettre d'organiser ou d'atteindre la sérénité dans le pays. Et aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies avant que ces partis, les mêmes hier qui avaient boycotté, maintenant s'annoncent à la CENI? À ce que je sache, ces partis ont dit les réformes avant toute élection. Mais peut-être ceux qui sont partis à la CENI, ils disent peut-être à titre conservatoire. Nous n'allons plus rester indifférents, mais nous espérons que jusqu'à ce qu'on organise les élections prochaines, les locales et les présidentielles, les réformes exigées par le peuple togolais, à plus de 85%, seront faites. Donc peut-être c'est en tirant les leçons. Nabouja Bouraïma, on peut aussi faire la même chose la dernière fois, à titre conservatoire, de se faire recenser en attendant que les conditions ou les circonstances s'améliorent. De toutes les façons, j'ai dit, tout acte que l'on pose comporte en son sein des aspects positifs et négatifs. Oui. Ceux qui sont partis à la CENI ont leur philosophie que pour le moment, je ne suis pas dans le secret des dieux. Eux seuls pourront nous dire les raisons pour lesquelles ils ont préféré anticiper les choses. Mais je sais que la grande majorité des responsables de la coalition ont toujours revendiqué que les réformes avant toute élection. Et j'ose croire que le régime, pour cette fois-ci, va opérer ces réformes parce que ce qui se prépare, tout le monde est au courant, des manifestations prochaines. Donc ce qui vous dit quelque part, comme je l'avais dit au préalable, le mal n'est pas encore résolu. Rencontre les champs nouveau numéro, nous parlons du rôle de la société civile dans la résolution de la crise sociopolitique qu'on a dans notre pays et quelle part cette société civile incarne dans la lutte populaire. Nabouja Bouraïma du mouvement de la justice sociale est donc mon invité. C'est avec lui qu'on réfléchit sur la question. Alors, la préoccupation aujourd'hui, c'est justement la relance et on annonce pour les prochains jours une nouvelle manifestation de rue. Pensez-vous que ça puisse aussi porter, ne pensez-vous pas qu'il y a peut-être un sentiment de lassitude qui s'empare des Togolais qui ont pratiquement passé plus d'une année, n'est-ce pas, finalement ne rien récolté? Est-ce que vous pensez que ça peut prendre encore le mouvement populaire tel que ça s'est produit dans les premiers jours? Monsieur Gérard, vous savez, si quelqu'un vous disait que le peuple togolais est fatigué de se battre et qu'il a mal interprété la détermination qui anime le peuple togolais. Le mouvement pour la justice sociale, nous avons toujours fait des sorties à l'intérieur du pays et nous avons constaté la fougue, la détermination des Togolais qui réclament même les manifestations. Parce que tout le monde a compris que sans pression populaire, sans manifestation, ce régime ne va pas céder. Donc aujourd'hui, le PNP, le Parti national panafricain, a lancé les manifestations pour le 13 avril. Le régime sait que les gens sortiront. Pas parce qu'ils sont forcément du PNP, mais seulement ils veulent le changement. Mais seulement nous, on aurait souhaité, comme beaucoup d'autres, que ça soit une unité d'action. Il se peut que cette manifestation du 13 va encore pousser beaucoup de personnes à comprendre que nous sommes condamnés à se mettre ensemble. Des fois, en politique, il faut oser et il faut risquer. C'est ça.
Et on a vu cette manière dont la coalition a éclaté, avec tout ce qu'on a appris après par les réseaux sociaux, sur les médias, des histoires du sous. Bon. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, à la société civile? Vous savez, ce problème, quand il est venu, qu'il y a eu 30 millions qu'on aurait donné à la coalition, certains ont dit non, d'autres ont dit oui. Mais après analyse, je me suis rendu compte qu'aucun parti au monde ne peut fonctionner sans lobbying. Même le RPT. 53 ans. Le RPT uni au pouvoir durant 53 ans. Tout le monde sait, il y a toujours des lobbying. Seulement, c'est la responsabilité politique qui a manqué. C'est des secrets qu'il faut garder. Un homme politique, un responsable politique doit être comme une tombe. C'est pas tout, il faut dire au commun des mortels. Et même s'ils avaient voulu, ils pouvaient donner l'information là d'une autre manière. Oui, au nom de la transparence. Au nom de la transparence. Parce que nous savons les dépenses qu'ils font en faveur des détenus politiques, les dépenses qu'ils font en faveur des blessés, les dépenses qu'ils font pour organiser une simple manifestation à Lomé, ce n'est pas en dessous de 5 millions. Donc les 30 millions pour 14 partis, quand vous faites les calculs, ça fait 2 147 857 francs. Nous, notre simple mouvement, le mouvement pour la justice sociale, une tournée, 2 tournées, cet argent ne peut pas nous permettre d'avoir du carburant pour revenir à Lomé. Donc pour dire que cette somme était insignifiante, qu'un responsable politique ne devrait pas en quelque sorte vilipender, sauf s'il a d'autres intentions. Donc sur ce point, tout le monde a condamné. Vous savez, l'opposition togolaise n'a pas les moyens, n'a pas le soutien de l'État. C'est ça. Dans certains pays où la démocratie est en quelque sorte ancrée dans la gestion de l'État, on finance les partis politiques de l'opposition. Vous prenez un exemple, les députés, 1,3 million. Le régime a fait ça expressément. Ils ne veulent pas que l'opposition ait des moyens. Sinon, pour un député, 1,3 million, ce n'est absolument rien. Connaissant le travail qu'il doit faire, les va-et-vient, être proche de son électorat pour expliquer, c'est de l'argent. Je connais des députés parfois quand ils organisent des manifestations, à un moment donné, tu regardes comment ils dépensent, à un moment donné, tu te demandes où ils trouvent les moyens. La politique, c'est les moyens. Et pour avoir ces moyens, il faut des lobbying, il faut des relations. Ce qu'ils ont posé comme acte quelque part, ça décourage des gens dans l'ombre. Faut-il vous financer et après tout être dévoilé? Donc je crois que pour les jours à venir, il faut que les gens prennent au sérieux ceux qui les aident dans l'ombre pour ne pas exposer cette discrétion qui en réalité n'était pas nécessaire. C'est ça. Et alors, les législatives ont été boycottées, maintenant on parle des locales et des élections de 2020. C'est le mot maintenant. Alors, vous pensez qu'on puisse maintenant prendre part à ces élections actuelles, les locales, et puis après, l'année prochaine, à la présidentielle? J'ai dit une chose, que à ce que je sache, et à ce que nous-mêmes nous revendiquons dans le Front Citoyen Togo Debout, avec les forces vives, il faut les réformes avant toute élection. Il est bien vrai que chaque parti dans son état-major est en train de se préparer par rapport aux élections. Parce que toute lutte politique finira toujours par une élection. L'opposition togolaise n'a pas peur des élections. C'est les conditions dans lesquelles on organise des élections au Togo qui poussent les gens en quelque sorte au soulèvement ou aux manifestations. Sinon, tout le monde sait que tout finira par des urnes. Mais, à quoi bon, depuis 1990 jusqu'à nos jours, on organise des élections, c'est un seul parti qui remporte, c'est qu'il y a problème. Le changement est naturel. Le changement est naturel. Aucun homme au monde ne peut accepter être assujetti à un seul individu ou à une minorité durant plus d'un demi-siècle. C'est inconcevable, ça n'existe nulle part au monde. Ils pouvaient tout donner aux Togolais. Mais à un moment donné, les Togolais vont leur dire, monsieur, merci, laissez la chance à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, aujourd'hui au Togo, le constat est amer. La chose la mieux partagée au Togo, c'est la misère. Et à quoi bon de continuer par être esclave de ce système? Donc, je voudrais vous dire que nous allons nous battre. Tout le monde va se battre dans son parti, dans la société civile, pour obtenir les réformes avant toute élection. Mais ça n'empêche pas aux partis politiques de commencer par s'organiser. Vous savez, tout grand voyage se prépare aujourd'hui. Oui. Donc, on est en phase de préparation de ces élections. C'est évident. Tout le monde, même si personne ne l'affiche directement, je sais que tout le monde dans son état-major se prépare, s'organise. Parce qu'on dit quoi? Refuser de planifier, c'est planifier son échec. Tout grand voyage se prépare aujourd'hui. C'est ça, je rappelle, qui a manqué un peu au niveau de la coalition.
Donc vous aussi, vous vous préparez, les organisations de la société civile? Moi, je suis dans la société civile. Mais nous faisons pression sur tout le monde de pouvoir s'organiser pour répondre aux élections si les conditions étaient réunies pour aller à de bonnes élections. Pression sur qui sur l'opposition? Nous faisons la pression sur les deux tendances. Nous demandons au régime d'opérer les réformes que le peuple togolais réclame. Ce n'est contre personne. C'est pour l'évolution de notre pays. Vous-même, monsieur le journaliste, vous voyez le statu quo, la misère dans notre pays. Nos parents, dans les villages, dans les fermes, à Lomé ici, les gens dorment à la belle étoile. La misère. Et ça cadre un peu avec ce que nous défendons, la justice sociale. Tout le monde, la société civile, a l'obligation de rapprocher les deux partis, les deux tendances. C'est ça. Le régime, nos frères au pouvoir, et les responsables de la... Sauf que vous êtes trop collés à l'opposition. Non, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Si nos frères au pouvoir pouvaient témoigner, nous faisons pression sur tout le monde. Dans nos communiqués, dans nos déclarations, nous avons dit que les réformes ne sont contre personne. Les réformes, c'est pour permettre au peuple togolais de se relever. Parce que les pays qu'on avait dévancés, entre-temps, on se glorifiait. Les pays comme le Bénin, le Ghana, tout autour, mais aujourd'hui sont loin devant. Juste parce que la politique ne marche pas. Vous savez, comme le disait Aristote, que la politique a le primat sur toute chose. Si la politique ne marche pas, rien ne peut fonctionner. Aucun secteur ne peut fonctionner. Et notre problème au Togo, aujourd'hui, c'est la politique, la politique, la politique. Le problème du développement est remis en cause. C'est ça. La population est galopante, mais la misère est en train d'envahir le peuple togolais. Oui, c'est la politique politicienne, puisque si on peut se développer sans forcément une tendance à l'accession au pouvoir. Je voudrais vous dire une chose. Quand nous prenons les grandes puissances aujourd'hui, la première des choses qu'ils ont eu à mettre sur pied, c'est le bon fonctionnement des institutions. Dans un État où les institutions ne fonctionnent pas, n'attendez-vous pas que ça puisse attirer les bailleurs de fonds, que ça puisse permettre de développer. Vous voyez aujourd'hui la corruption. Combien de fois l'État togolais n'a pas entrepris des projets qui, à la fin, ça c'est quoi? Ça s'est terminé par un fiasco total. Par un fiasco total. Tous les projets que le régime a entrepris, la plupart du temps, à plus de 90%, c'est voué à l'échec. Je donne un exemple très triste. Le e-government qu'on a entrepris entre-temps, qu'on voulait faire de sorte que toutes les institutions de l'État, de Lomé à Sékassé, on a fait des trous, tout ça là, pour créer, en quelque sorte, permettre à toutes les institutions d'être en communication. Mais à ce jour, c'est resté lettre morte. C'est des milliards qu'on a dépensés. Donc, pour vous montrer que quand la politique, les hommes sont plus puissants que les institutions, tenez-vous bien, cet État ne peut pas évoluer. Et c'est le constat amer auquel nous faisons face et que ça révolte. Il y a quelques semaines, vous étiez réunis en forum. Je parle des associations, des organisations de la société civile, avec sous la houlette de Togo Debout, les forces vives, Espérance, etc. Alors, quel était l'objectif de ce forum, de cette réunion? Quelles étaient, n'est-ce pas, les principales décisions, brièvement, racontez-nous, qui ont été prises pour relancer la lutte populaire? Oui, je voudrais d'abord, si vous me permettez, par rapport à cette question, remercier les organisateurs de ce forum. Vous savez, beaucoup ont tenté de trouver que ce n'était pas opportun, mais je leur dis que durant ces 2 jours, le 15 mars au 16 mars, nous avons pu débattre de l'actualité sociopolitique sans tabou, où certains leaders des partis politiques ont répondu présents pour en quelque sorte écouter la société civile réunie au sein des forces vives. Et je profite de saluer le père Afognon, le professeur Dossé et beaucoup d'autres qui ont contribué à la réussite. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une convergence des forces vives. Et la décision qui m'a le plus plu, nous ne jetons pas du tort sur le régime en place, ni sur la coalition. Mais la société civile, les forces vives demandent à ce qu'il y ait une concertation entre des Togolais. Que les gens mettent de côté leurs petits intérêts. Que les Togolais se retrouvent. Qu'on n'ait plus besoin d'attendre que ce soit le médiateur ghanéen ou guinéen qui vienne nous demander de se retrouver. Les Togolais peuvent résoudre nos problèmes ici au Togo. Et cela incombe en premier au régime. Le président Faure, il peut résoudre cette crise togolaise en 1 seconde. Et son nom va retentir dans l'histoire de ce pays. C'est ce que la société civile, les forces vives sont en train de demander. Nous leur demandons que tout le monde mette un peu de bémol dans son vin. Pour que nous puissions sauver ce pays. Personne ne gagne dans ce statu quo.
Donc les forces vives, nous sommes en train de faire des démarches. Hein, les voix les plus autorisées dans l'ombre sont en train de tenter de rapprocher les deux tendances pour que chacun de nous comprenne que quand la politique ne marche pas, c'est tout le pays qui est paralysé. Donc, il faut un peu de raison. Et le message s'adresse à qui finalement? Le message s'adresse et à la société, et à la coalition, et au parti au pouvoir. Et ensuite, on a lancé aussi un appel à la diaspora, parce que nous connaissons l'importance de la diaspora togolaise. Elle a un grand rôle à jouer pour que nous puissions pacifier le pays, faire les réformes, et surtout, comme je l'avais dit, la première responsabilité incombe à nos frères au pouvoir. Nous avons dit, pour le moment, c'est eux qui ont le pouvoir. S'ils décident de faire les réformes par rapport à l'APG, l'accord politique global en 2006, ils avaient eu la chance de le faire, ils ne l'ont pas fait. La crise a repris avec une certaine, je peux dire quoi, acuité le 19 août 2017. Les médiateurs de la CEDEAO sont venus. Tout ce qu'ils ont proposé, la feuille de route jusqu'à ce jour, je peux dire qu'ils n'ont même pas accompli un cinquième de ce qui a été recommandé. Pourtant, c'est le régime qui a fait appel à la CEDEAO. D'où nous constatons que la première responsabilité incombe au régime. Parce que, pourquoi? Vous avez fait appel à la CEDEAO, mais on se rend compte que ce qu'ils ont proposé pour permettre aux Togolais de se parler comme des frères et des sœurs, de construire ensemble ce pays, c'est resté lettre morte. C'est resté dans les tiroirs. Et comment faire cette confiance entre Togolais? Pourquoi on n'a pas besoin forcément d'une médiation extérieure pour venir régler nos problèmes? C'est simple. Oui. D'abord, considérer l'intérêt supérieur de notre nation. Vous savez, quand il dit dans une de ses maximes, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Oui. C'est fondamental. Je m'adresse en ce moment à nos frères qui sont au pouvoir. C'est-à-dire de façon silencieuse et calme. Écoute, tu as raison. Si c'est Jean-Pierre Favre, si c'était Akadam, la grande sœur Adiamago, l'homme de Adi, M. Gogué, j'en passe, qui était au pouvoir durant 53 ans, la famille Yassingé n'allait pas se taire. Tous ceux qui sont autour de Fort, ses amis, n'allaient pas se taire. Et même, je vous donne un exemple. Ne disons pas que durant 53 ans, incarnés par la même personne, ceux qui sont autour sont contents. Nous n'allons pas en quelque sorte dévoiler un certain nombre de choses. Là, vous n'avez pas les preuves. Voilà, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Mais je sais que tout homme aurait souhaité qu'après toi, c'est moi, que ça soit moi. Parce que nous sommes tous Togolais. Mais maintenant, le rôle que nous avons joué, et nous croyons, la société civile a une grande responsabilité face à cette crise. Nous avons obligation de faire rapprocher les deux tendances. Que chacun de nous comprenne que ce pays, nous devons laisser un héritage glorieux aux générations présentes et futures. Parce que quand vous remarquez un peu comment la démographie est galopante, si vous êtes un dirigeant et que par an, vous ne pouvez pas embaucher 1000 personnes, c'est que ça doit vous inquiéter. C'est que ça doit vous inquiéter. Aujourd'hui, combien d'entreprises nous avons au Togo? À part Lomé, ici, où il y a quelques petites entreprises, à l'intérieur du pays, la chose la mieux partagée, c'est la misère. Le berceau de la misère au Togo, c'est à l'intérieur du pays. Donc, qu'est-ce que nous gagnons? Quand je prends l'exemple des grandes villes, vous me permettez, je mets le mot ville au Togo, entre guillemets, Kara, Dapaon, les chefs-lieux des régions à Sokodé, il n'y a absolument rien. Durant 53 ans. Mais seulement, là où les gens devaient comprendre que cette alternance que chacun de nous revendique et souhaite de ses voeux, ça fait relancer un pays. Quand vous avez un mandat, vous avez le second, vous êtes obligé de travailler. Parce que vous savez que votre pouvoir vient du peuple. Et que si vous ne travaillez pas convenablement, le peuple peut vous censurer. C'est-à-dire, cette alternance va relancer le pays et pousser les dirigeants à écouter leur peuple. Mais à l'état actuel des choses, les gens dorment. Le pouvoir est devenu comme une forme de jouissance. Il n'y a pas de mesures coercitives. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, comme le recommandait Montesquieu dans l'esprit des lois. Oui, alors, donc, ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir, c'est ça? Je peux douter de tout, sauf de ce qui va arriver en bien pour ce peuple togolais. Parce que ce qui me réconforte, je viens du Nord, moi je suis du Nord, vous me permettez le terme. Avant, on nous avait dit au Nord... Ça n'a plus de sens maintenant. Non, vous m'excusez. Oui. À un moment donné, je ne donne pas cet exemple pour me démarquer de mes frères du Sud. J'ai des amis partout. Hein? J'ai des amis partout. Je donne cet exemple pour dire qu'avant, on nous avait dit que ce sont nos frères du Nord qui ont le pouvoir. Donc de se calmer. Mais plus le temps passe, on se rend compte que là où il y a plus la misère, c'est au Nord.
Si tu ne prends pas ta petite roue pour aller au champ, tu n'as rien. Il y a des jours, j'étais à Mango, comme prof de philosophie au lycée technique de Mango. Je retiens toujours cette date. Le 10 février 2017, je venais à Kara avec un ami. J'ai vu à l'EPP Kaolegou, c'est une localité proche de Mango, des femmes sorties sur la route pour recueillir de l'eau qu'une benne, une voiture citerne était en train d'arroser sur la route parce que l'entreprise Ebomaf était en train d'arranger la route. Comme il y avait trop de poussière, oui. Ils arrosaient et les gens puisaient l'eau là qu'on jetait par terre. Ah bon? Je me suis arrêté pour leur demander, ils veulent faire quoi? Ils disent, il n'y a pas de l'eau ici. Si après 53 ans, l'eau, un forage c'est à moins de 1 500 000 ou au moins 1 500 000, 2 millions, les gens n'ont pas de l'eau. Ça revient sur notre mouvement, le mouvement pour la justice sociale. Ça doit nous interpeller. Les gens, il y a eu beaucoup de ratés. C'est pourquoi je dis, je suis optimiste. Parce que ce peuple togolais qui dormait hier, aujourd'hui est debout. Même si beaucoup n'ont pas le courage de s'afficher publiquement, on peut aussi, dans l'esprit, se lever contre l'injustice. Et je crois fermement. Et que le Togolais mérite mieux. Et c'est les idéaux de votre mouvement, la justice sociale? Vous dites? C'est les idéaux de votre mouvement? Oui, combattre tout ce qui est lié à l'injustice sociale. L'eau, le problème d'eau. Aujourd'hui, je donne cet exemple triste à Kara. À l'instant que je parle, les gens ont des difficultés énormes pour avoir de l'eau potable à Kara. Et la dernière fois, la chef canton de Pia a lancé un cri de cœur que leur problème, un sérieux à Pia, c'est de l'eau. Le problème d'eau. Mais quand, par exemple, je dis quoi, le bois vert se plaint, que dira-t-on du bois sec devant le feu? Je fais allusion à d'autres localités qui n'ont jamais eu de président. Les gens à Mango, j'étais à Mango, l'eau de pompe, il y a des moments quand vous puissiez vous garder, le lendemain c'est la boue. On peut aller vérifier, jusqu'à ce jour, je suis toujours en contact avec les gens. Ça continue. Il y a ailleurs où ils n'ont même pas de pompe. Pourtant, des gens dans ce pays ont des piscines. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème du Togolais. Moi, je crois qu'on peut faire quelque chose pour sauver ce pays. Qu'on peut. Que les gens reviennent à la raison. Mais nous avons commis tous une erreur, le Togolais, ou les Africains en général, nous avons trop dormi. Nous ne savons pas que c'est à nous le pouvoir. C'est le peuple, la souveraineté du peuple. Et Rousseau dit quoi? Il faut respecter la volonté populaire. Quand vous donnez le pouvoir à un dirigeant qui, à un moment donné, la gestion du pouvoir n'est plus compatible à la volonté du peuple, le peuple a l'obligation de lui demander de céder. Le peuple a l'obligation, parce que la souveraineté du peuple doit être respectée. Le pouvoir, c'est pour le peuple. C'est ce que les gens n'ont pas pris conscience. Mais eux aussi, ils sont le peuple, alors que quelqu'un parle au nom du peuple. Mais aujourd'hui... De quel peuple parle-t-on? Nous parlons de ce peuple en majorité abandonné. Certaines personnes aujourd'hui suivent le régime à cause de la misère. On a affamé le peuple pour l'exploiter. C'est du machiavélisme. Il n'y a rien de sérieux. Quand les gens courent derrière le président et ses amis qui donnent des miettes de riz, mais attends, dans un état normal, si tout marche bien, tu as besoin d'aller faire des dons aux gens. Le pays n'est pas en guerre. Et vous sortez avec des sacs de maïs, des sacs de riz. Ça veut dire que quelque part, vous vous remettez en cause sans le savoir. Si tout va bien, tout le monde a le mieux vivre. On crée des entreprises par-ci, par-là. On n'a plus besoin d'attendre les cadeaux, les dons de quelqu'un. C'est parce que ça ne va pas. Et que le régime, des fois, leur conscience les gêne. Ils retournent vers en disant que c'est des cas sociaux. Hein? Dans un état normal, on n'a plus besoin de ça. Non, il y a des cas sociaux partout. Mais dans oui, mais vous savez, nous sommes tous fous, nous sommes tous malades, mais à des degrés divers. Le Togo a d'immenses potentialités. Notre pays est riche. Regardez un peu le train de vie de certains, des Togolais. Une seule personne qui a plus de 10 maisons dans le pays. Une seule personne, un fonctionnaire d'État qui est dans une voiture de 30 à 45 millions. Ce sont 10 millions. Un fonctionnaire d'État. Un fonctionnaire d'État qui n'est pas au-delà d'1 million, mais qui est dans une voiture de 100 millions, de 45 millions, de 70 millions. Et c'est là, je vous disais que quelque part, la justice, les institutions ne fonctionnent pas. Dans un État normal, la justice doit ouvrir une enquête contre ce monsieur. Mais malheureusement, les institutions sont à la solde des individus. Les hommes sont devenus plus puissants que les institutions. C'est ça. Et c'est ça le problème maintenant, hein, auquel il faut trouver forcément une solution. Il faut nécessairement trouver une solution. J'ai dit, et je le dis, que si nous ne faisons rien pour ce pays, vous savez, tout peuple qui a faim est un peuple dangereux. Pourquoi il y a plus de crises en Afrique que dans les autres pays européens? C'est la misère que les gens exploitent.
La racine du mal, c'est la misère. Et je rappelle toujours cette phrase de Humbo, hein, lors de la présentation des vœux en 2012. Il dit le peuple... Ancien Premier ministre. Oui, ancien Premier ministre. Que le peuple togolais est un peuple patient. Mais la patience a des limites. Je crois que c'est comme une prophétie. Il avait annoncé parce que le temps qu'il a fait avec ses amis, certainement il était dessus de la gestion de la cité. Il est bien vrai qu'il a fait 4 ans. Il aurait pu céder avant les 4 ans. Mais au moins, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. On aurait pu éviter cette crise du 19 août 2017 et qui continue. Le problème n'est pas encore résolu. C'est une boîte à Pandore. Il faut que tout le monde revienne à la raison. Et alors où se trouve justement le mal togolais? Parce que ce n'est pas les élections qui manquent, ce n'est pas les luttes, la lutte n'a jamais cessé, mais on n'a pas évolué depuis 90. Le processus a plutôt un goût d'inachevé. Voilà. Oui. Le mal togolais est dû au fait que depuis 90 jusqu'à ce jour, c'est le même problème qui prévaut. Le problème autour de la politique. Et tout le monde a vu que ce qui fait que les Togolais sont toujours en crise, c'est dû au fait qu'on ne fait pas confiance. Parce que les institutions ne fonctionnent pas. Quand les institutions ne fonctionnent pas, vous pouvez tout faire. Ce que le peuple désire, vous ne l'aurez jamais. Tout est en quelque sorte vicié. Tout est vicié. C'est ça le mal togolais. C'est ça, c'est le problème là. Il faut avoir le courage, au nom du respect qu'on a pour son peuple, pour son pays, au nom de l'héritage qu'on veut laisser aux générations présentes et futures, de regarder, hein, d'écouter sa raison et de se dire qu'il est temps de prendre des décisions courageuses. C'est ça la responsabilité qui incombe au président de la République. Faut résoudre ce problème togolais, je le répète, en 1 seconde. Il faut qu'il écoute sa conscience et non d'écouter les influences extérieures. Aujourd'hui, quand tout le monde crie, on ne parle pas. C'est difficile d'appeler le nom de Baora, c'est difficile d'appeler le nom de Yar, c'est difficile d'appeler le nom de Ayasso. C'est le nom du président que tout le monde crie. C'est lui qui peut résoudre ce problème et faire de sorte comprendre que le changement, ce n'est contre personne. Il faut perdre le pouvoir aujourd'hui et demain revenir, ou même si ce n'est pas lui, que son parti revienne un jour. Le changement n'est contre personne. C'est pour déverrouiller le pays. C'est pour relancer notre pays. La population s'accroît. D'où la nécessité de changer de politique. Très bien. Monsieur Gouleban, cette émission tire à sa fin, mais quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui vous écoutent, de vos militants de la société civile et à l'endroit de la coalition, hein, de ce qui en reste, que vous ne cessez de soutenir? Oui, je voudrais d'abord finir mes mots en remerciant mon président, Monsieur Sakivo, qui est le président de notre mouvement, le mouvement pour la justice sociale. Donc vous êtes le porte-parole? Je suis le porte-parole. D'accord. Okay. À tous nos amis avec qui nous luttons de gauche à droite, je leur tire chapeau. Aux responsables de la coalition, de ne pas seulement avoir en souvenir les mauvaises expériences qu'ils ont vécues avec les autres, de se rappeler un tant soit peu des bons moments qu'ils ont eu à vivre ensemble. Oui. Et aussi de comprendre que l'espoir qu'ils ont suscité chez le peuple togolais ne doit pas s'éteindre comme une bougie. Ils doivent aller au bout de leurs efforts. Il n'est pas encore tard pour redonner espoir à ce pays. Je voudrais aussi... Vous pensez qu'ils peuvent se reconstituer, n'est-ce pas? Ils peuvent. Qui avait cru un seul instant que quelque chose devait venir le 20 août 2017? Oui. Nul n'est dans les secrets de Dieu. Au moment où vous et moi, on se parle ici, peut-être qu'il y a des choses en coulisses. Quelque chose peut se passer de façon spontanée. Vous savez, souvent, ce sont les circonstances qui poussent les gens à s'unir. Oui. Et j'ose croire, par rapport à ce que les Togolais sont en train de vivre durant 53 ans, il faut que tout le monde dépasse le seuil de ces petits intérêts. Le Togo d'abord. La patrie togolaise d'abord. Le reste, nous allons gérer. Moi, je crois que pas mon dernier, vous m'excusez d'être un peu long. Si entre-temps, on avait compris ce que c'est que cette lutte, on n'allait même pas se tirailler dans cette lutte où ils ont formé la coalition. Aujourd'hui, le Togo n'est pas encore une démocratie. Nous luttons pour les réformes. On n'a pas encore obtenu les réformes. Ce qui fait que normalement, il ne devait pas avoir de problème entre nous. Il faut d'abord avoir des réformes avant que tout le monde n'aille dans son parti pour compétir. Même si, entre-temps, on avait même eu les réformes face à un régime pareil de 53 ans, aucun parti n'a les moyens qu'il faut pour rivaliser ce parti de 53 ans, qui utilise les moyens de l'État. D'où la nécessité pour nous de se mettre toujours ensemble, pour aller compétir ensemble. Et comme nous, on l'avait proposé, me permettait de voir un peu une stratégie.
on va faire un mandat de 2 à 3 ans, juste pour en quelque sorte créer les conditions nécessaires, ensemble, avant de faire une élection dite démocratique. C'est ça la transition. C'est une forme de transition politique. Et nous demandons à notre régime aujourd'hui de faire cette transition. Parce qu'aujourd'hui, tout est bloqué, eux-mêmes ne peuvent pas travailler. Le PND qu'ils ont lancé, le plan national de développement, tout le monde tourne le dos au régime. Non, ça marche. Hein. Ça marche, ils sont en tournée. Non, c'est un trompe-l'œil, s'il vous plaît, M. Gérard. C'est un trompe-l'œil, M. Gérard. C'est de l'argent qu'ils sont encore en train de gaspiller. C'est de l'argent qu'ils sont en train de gaspiller. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. D'accord, terminez tout de même. Oui. Voilà, donc je voudrais dire qu'il y a espoir. Au peuple togolais ne doit pas se décourager. Pour être libre. Pour être libre, inspirons-nous de ce que nos ancêtres ont fait pour avoir l'indépendance, même si elle n'est pas encore effective. Au moins aujourd'hui, on a un drapeau que je porte avec fierté. Les gens ont lutté. Ensemble, comme des frères et des sœurs, de Lomé à Sékassé. Ensemble. Je demande aux leaders de la coalition, à la société civile, à Monseigneur Philippe Fanko Podio qui nous inspire de continuer pour rapprocher les deux tendances, pour dire à Ford et ses amis d'écouter le peuple, de faire des réformes, ce n'est contre personne. Et nous ferons ce travail pour accompagner qui de droit, pour que les Togolais puissent se parler ensemble. Parce que notre pays, quand vous regardez ce que les gens vivent à Lomé et hors de Lomé et hors de nos frontières, c'est lamentable et ça doit nous interpeller. Donc encore une fois, je demande au peuple togolais de ne pas perdre espoir. La nuit est longue, mais le jour vient, comme le disait Sylvanus Olympio. Que nos ancêtres nous accompagnent dans cette lutte. Elle est rude, elle est âpre, mais un jour, que l'histoire en tienne compte que des Togolais se sont sacrifiés pour que ce pays renaisse. Vivement que ce pays renaisse pour qu'elle soit vraiment l'œuvre de l'humanité comme le chante notre hymne national. C'est bien, M. Bourema Nabouja, vous avez été mon invité, porte-parole du mouvement pour la justice sociale. Pour la justice sociale. Maintenant, c'est la fin de ce numéro portant sur le rôle de la société civile dans la lutte populaire et dans la crise sociopolitique de notre pays. Je vous retrouve samedi prochain pour des réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Gérard. C'est moi qui vous remercie. Merci.